le premier étage de la fusée Macron va se détacher un mois plus tard. Le 8 mai, pendant que la plupart des ministres du gouvernement sont réunis autour de François Hollande à Paris pour célébrer la victoire de 1945, le ministre En Marche arrive à Orléans. Le maire, les Républicains Olivier Carré, a proposé à Emmanuel Macron d'être le président d'honneur des fêtes de Jeanne d'Arc. Comment vas-tu? Double symbole. Cette journée incarne le ni droite ni gauche que prônent nos ministres. Et surtout, il s'agit de fêter Jeanne, la plus grande héroïne de notre roman national. Bonjour. Et bonjour Monsieur le Ministre, bienvenue à Orléans. Merci beaucoup. Alors, durant les rituels des poignées de main, Macron sort le grand jeu. Le plus bel événement du monde. Bon, tout va bien? Ça va. Ça va? Impeccable. Très bien. Vous avez quel âge? Moi j'ai 32 ans. Je suis dévoué à la vie depuis que je suis tout petit. Enchanté, je suis ravi d'être là. Bonjour. Voilà. Tu veux que je m'assoie? Oui. Tu veux sauter? Non. Pareil. Vas-y. C'est certaine solennité. Voilà. Vas-y. Loin de Paris et de François Hollande, Emmanuel Macron, son épouse Brigitte à ses côtés, écrit sa propre partition. Livre d'or, fauteuil royal, défilé militaire, comme un protocole présidentiel. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes providentiels. Je n'y crois pas. Il n'y a que l'énergie du peuple et le courage de celles et ceux qui se jettent dans l'action. Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Elle sait qu'elle n'est pas née pour vivre, mais pour tenter l'impossible. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. Jeanne n'est personne, mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, continuez. On vous soutiendra. Foncez. Je suis pas calée, je suis désastre, je suis ici, je suis... Oui, bah oui, je veux. Ah mais moi je continue, monsieur Macron, allez-y, continuez. Un petit selfie, s'il vous plaît. Vive Macron 2017. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Bonjour. Bonjour. Bravo d'être venu. Vive la France. Vive la France. Que ça. J'y crois pas une seconde. Je trouve que c'est un feu de paille. Je trouve qu'il est sur une mauvaise voie. Purement sur les apparences narcissiques. C'est exactement ce que je lui conseille de ne pas faire. Mais je ne crois pas à une carrière d'homme d'État fondée sur l'apparence. Je crois à une carrière d'homme d'État fondée sur un enracinement, une capacité à être impopulaire, un projet pour le pays.
une capacité à proposer des choses concrètes, et aussi et surtout, et ça fait partie de l'ensemble, une aventure collective, pas nécessairement d'un parti, mais d'un groupe, sans avoir peur de s'entourer des gens qui pourraient lui nuire ou être rivaux parce qu'ils sont de qualité. Comment vous croyez que ça va finir? Il y a deux voies. Soit il suit à la checklist que je viens de dire et il est un homme d'État, soit il ne la suit pas et là encore il y a deux voies. Soit il devient un homme politique comme les autres, soit le ballon explose et il n'est rien. Ce serait du gâchis parce qu'il a le talent pour être beaucoup. Pendant que Jacques Attali et les ténors de la gauche tonnent contre cet ambitieux qui veut se la jouer solo, Emmanuel Macron persiste et signe dès qu'il le peut. Comme durant cette interview au magazine Les Inrecuptibles, en duo avec Michel Houellebecq, dans son bureau de Bercy. Les deux hommes se sont déjà rencontrés en 2015, lors d'un dîner privé. Là? T'es bien là ou tu veux qu'on se mette sur les canapés? Oh bah non, là c'est moi. Là? Ouais. Vas-y, vas-y. Tu veux un café, un thé? Non, ça va. Moi, je vais prendre un café. Je veux bien un café deux cafés très serrés avec un verre d'eau. Allez-y. Bon, alors. En cette heure matinale, l'écrivain au parfum de scandale semble tout intimidé par la paraministérielle. Emmanuel Macron, lui, sait ce qu'il a à dire. Est-ce que quelque chose qui vous rapprocherait, ça serait pas la transgression quelque part? Oui, c'est vrai, mais moi j'ai eu l'impression d'être transgressif sans le vouloir, à vrai dire. J'ai le même problème. Je fais pas de la transgression pour faire de la transgression. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens. Ça tournerait à vide. Mais j'ai le sentiment qu'en tout cas, on a l'un et l'autre on n'est pas heureux dans des boîtes. Et qu'on essaie de porter une vision ou de la construire par des intuitions, des tentatives d'action. Lui, littéraire, est beaucoup plus accompli que ma pomme. Mais c'est pas possible si on reste dans le cadre actuel. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut accepter de décaler les choses. Et oui, sur le plan littéraire, de l'imaginaire, tenter de nouvelles aventures, et sur le plan politique aussi. Qui n'est pas d'aventurisme, mais qui est d'essayer de s'affranchir des cadres qui ne sont plus justifiés. Sortir du cadre, transgresser, tenter des aventures. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en dehors de sa maxime ni droite ni gauche, ne propose toujours pas le moindre programme, la moindre mesure concrète à la curiosité des citoyens. L'heure est aux incantations. Comme si rester dans le flou permettait de mieux surfer sur la vague de popularité qui le porte. C'est très important parce que si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à créer une dynamique, à enclencher quelque chose. C'est la même chose avec En Marche. La mobilisation virtuelle initiée par Emmanuel Macron. 1 mois et demi après son lancement, le mouvement approche les 14 000 adhérents qui s'apprêtent à partir rencontrer les Français dans une opération de porte-à-porte baptisée la Grande Marche. C'est lancé, c'est comme ça. Je dois parler à tout le monde, là? Ouais. Il s'agit d'écouter les citoyens pour faire un bilan de la situation en France. Soit. Mais pourquoi faire? C'est bon? Bonjour à toutes et tous. Je suis à Paris, là, avec toute une équipe qui est en train de se former pour la Grande Marche. Et je voulais voilà, vous dire un mot ce matin. Ça fait un peu plus d'1 mois et demi qu'on a lancé En Marche. En France, c'est un conflit qui fait tache d'huile, dépôts de carburant bloqués, stations-service à sec. Les syndicats veulent amplifier encore les blocages. Manuel Valls lui promet qu'il n'y aura pas de pénurie. En ce mois de mai 2016, alors que les marcheurs de Macron s'ébranlent, la France est menacée de paralysie par la lutte contre la loi travail du gouvernement Valls. Pour les grévistes, l'un des principaux responsables de cette loi, c'est le ministre de l'économie, Emmanuel Macron.
À Bercy, l'intéressé veut faire face. Même si Macron, du fait de sa volonté d'émancipation, a vu son rôle réduit dans l'édification de cette loi travail, il l'assume et il veut la défendre. Je pense qu'il faut aller dans un lieu où on produit. Je pense qu'il faut aller sur le site de travail des gens. D'abord, même si c'est pas facile, moi je m'en fous de me faire chahuter, mais je veux dire, moi je veux aller reparler aux gens. Et je pense qu'il ne faut pas donner dans cette période le sentiment qu'on se planque ou que maintenant on va voir les salariés quand on est pris sur le volet dans des bureaux. On va appeler la fédération pour voir. Je sais pas, peut-être Martinez. Le lendemain, Emmanuel Macron est en visite officielle dans la région de Montpellier. Le ministre devait initialement se rendre dans une usine près de Marseille, mais la préfecture des Bouches-du-Rhône a annulé la visite pour des raisons de sécurité. Alors on va avancer, monsieur le ministre, on va rencontrer de suite nos amis de la pêche. Voilà, salut, tu vas bien? Ça va? Bonjour. Le reste de l'agenda est maintenu. Dans cette rencontre avec les pêcheurs d'anguilles de l'étang d'Or, en compagnie de Patrick Vignal, député PS local. Gros plan sur la France qui bosse. Nicolas, merci de nous accueillir. Merci pour l'accueil. On va vous prêter une salopette parce qu'avec le costard à 3 000 €, ce serait con de le salir. Ça c'est top. Allez, à tout à l'heure. Allez. Quelle heure tu es là? 5 h? Ouais, 4 h, ça on marche avec quand le jour se lève. Hein. Il faut lourd après ça. Monsieur le ministre, est-ce que la pêche sera bonne? On va voir, il va y en avoir, c'est clair. Voilà, la superbe. La pêche aux anguilles, Regarde ça. Regarde ça. Tac, 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 tac. Ah, ça y est, ça y est. Là, vous l'avez, là. Là, elle est belle. Ça y est, elle est belle. Là, voilà. Là, vous l'avez. Elle vous dit bonjour. Ah, bravo. C'est surtout les pêcheurs qu'il faut saluer. Hein? C'est les pêcheurs qu'il faut saluer. Voilà, comme ça, je ne voulais pas planter, là. Tiens, attends, je vais me foutre un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire une autre, allez. Marrant, elles sont, c'est vachement... on montre beaucoup la France qui manifeste, la France qui parfois se déchire. Il y a aussi une France qui aime le travail, qui tous les jours se lève tôt, qui croit à ce qu'elle fait, qui, vous voyez, le fait, c'est vrai, dans un cadre superbe, mais qui l'entretient, qui le perpétue. C'est ça aussi le pays, donc c'est important. Et moi, quand je vois des gens qui manifestent, on va dire ça fait 51 ans que je travaille, je ne manifeste pas. Hein. Le cadeau de mon père, c'est le jour de mes 14 ans, il m'a envoyé travailler. C'était mon cadeau d'anniversaire. Et moi, j'ai eu une entreprise, c'est pas comme ça que je la gère, parce que si je la gère comme ça, dans 4 jours, il n'y en a plus. Le préfet est stoïque. Là, on est bien. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Ah! Eh ben, merci Pierre, merci. C'est bon, j'en avais plus de poussière. Non, c'est nickel. Tu vas pas une minute? Je donne un truc au ministre. Bon, c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Non. Mais c'est sympa, c'est des gens attachants. Ouais, ouais. Il est bien ce mec-là. Oui, très très bien. Mais c'est vrai que c'est un visage du pays. Les gens pensent que c'est ringard. Les trucs, enfin que c'est des métiers en voie de disparition. Le type, quand il vous explique, il exporte. Tout à fait. Et à Palavas aussi. Moi, je n'étais pas venu ici, mais je les ai vus à Palavas, les pêcheurs d'anguilles. Merci Pierre Sauvage. Ils exportent l'essentiel de leur production. Non, mais donc c'est des gens courageux qui bossent, il est pragmatique, hein, il est pas manchot lui. Hein. Oui, tout à fait. Il sait comment on vend les trucs. Bon, il démerde bien, il modernise son truc, il est courageux. Mais c'est vrai qu'après, du coup,
D'abord, les réglementations qu'on fait sont parfois abstraites. Faut pas se leurrer. Et le mouvement social est un truc qu'il ne peut pas comprendre. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Enfin bon, c'est non, des gens courageux. Ah là là. Sur le débat. Deuxième étape de la visite ministérielle, une école numérique ouverte il y a 6 mois à Lunel, avec le soutien de Bercy. Bonjour, vous allez bien, ça va? Bonjour. Alors que le pays est secoué par la mobilisation contre la loi travail, il s'agit de montrer que le gouvernement agit pour l'emploi. Bonjour madame. Pardon. Les étudiants, s'il vous plaît, les étudiants de l'école d'abord, entrez. Alors l'objectif c'est quoi? Est-ce qu'il y a un objectif commun ou tout et chacun a son objectif? L'objectif, c'est d'avoir du travail déjà. Oui. C'est de pouvoir montrer ce qu'on a appris, de montrer ce qu'on sait faire un petit peu. Mais après, on a tous un peu des projets un peu différents. Mais le but principal. Monsieur Macron, Monsieur Hollande sont en train de faire ce que Monsieur Sarkozy avait rêvé. Actuellement en France, un mouvement de grève est en train de se mettre en place. Bientôt, l'ensemble des travailleurs sera ubérisé. C'est-à-dire, il n'y aura plus de contrat de travail, il n'y aura plus d'horaire, il n'y aura plus de feuilles de paye, il y aura des Uber. Les Uber, ce sont des gens... Mais non, mais dites-leur, ils arrivent, je vais les Je vais voir y aller, après monsieur qu'on ait le parlé. ministre. Merci Patrick. Mais par contre, j'aurais pas besoin de l'hygiaphone. Alors ils sont, messieurs. Merci à vous. Hein. On s'était engagé à vous écouter. Bonjour, voilà, monsieur Macron est là. Bonjour monsieur. Il peut répondre à vos questions. Bonjour monsieur. C'est même pas des questions. Simplement. Nous sommes venus pour protester Bonjour. contre. Bonjour madame. Nous sommes venus pour protester contre le projet que vous avez mis en place au départ avec M. Valls dans le prolongement de ce qui avait été fait par M. Sapin. C'est une régression des acquis des travailleurs. C'est un recul énorme des droits sociaux. C'est la suppression du code du travail. Mais non, vous pas dire ça. Vous avez lu le texte? Mais si, monsieur. Sur les 380 articles que vous avez fait dans votre loi, il n'y en a pas un seul. Monsieur, le code de pénibilité, c'est pour le patron? Bien sûr que c'est pour le patron. Depuis quand? Mais bien sûr que c'est pour le patron. Mais vous la lisez pas bien, la loi. Moi, je veux juste un truc. La jeunesse, elle est désespérée, tu vois. La jeunesse commence à en avoir marre, là. Mais arrêtez vos discours à défranchir. C'est pas des... C'est vous qui faites des discours. Mais je nomme, engagez-vous un peu. Regardez en France, pourquoi c'est bloqué, là? On en a Engagez-vous les jeunes. J'ai Engagez-vous. 21 ans, je me retrouve Renversez la table. Je me retrouve à la fin de formation, on en a marre. Monsieur Et alors? Mais moi j'ai bossé. Mais attendez, moi j'ai pas de leçon. Mais moi j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Voilà, Arrêtez de la bloquer, bloquer. pourquoi? Mais parce que ce qui a bloqué la France, c'est le terrain de la foi, monsieur. Vous savez, la meilleure façon de se payer un costard, c'est... Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Dans les heures qui suivent, les propos d'Emmanuel Macron enflamment les réseaux sociaux. Vous avez tous entendu ce qu'a dit Macron. Il paraît que si on peut pas se payer des costards, c'est parce qu'on bosse pas. Mais Macron, tes costards, c'est des Lagonda, ça coûte 1 200 € pièce. Tu sais que 1 200 €, c'est le salaire d'une caissière en un mois? Tu crois qu'elle bosse pas, elle? Tu crois qu'elle reste toute la journée sur un transat à rien foutre? Macron, nous on n'a pas de problème avec nos t-shirts. On est fiers de nos t-shirts. On va bosser avec. Va voir les gars, les filles sur les chantiers, dans les usines, dans les hôpitaux. Va les voir. Ils bossent dur pendant 30 ans, 40 ans. Et c'est pas pour se payer des costards, c'est pour payer les factures, pour offrir des vacances à leurs enfants, pour payer leurs frais médicaux. Alors, Macron, on va te dire quelque chose. On aimerait bien quand même que tu fermes ta gueule. Parce que sinon, on va faire comme chez les syndicalistes de chez Air France, et ton costard, eh ben on va te l'arracher. Une semaine après le buzz du costard, Emmanuel Macron se rend dans une poste à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le ministre vient célébrer le lancement d'un timbre sur le Front populaire.
c'est vraiment... Est-ce que ce sont celles et ceux qui sont touchés par la loi travail? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils viennent critiquer? Je ne crois pas. C'est les syndicats, c'est la CGT quand même. C'est la CGT. Moi, je vais toujours, comme vous l'avez vu, je vais toujours au contact pour discuter. Vous avez des gens qui vous jettent des œufs, qui vous insultent. Enfin, franchement, c'est une honte. C'est une honte. 4 jours plus tard, le ministre est à Nancy, invité d'honneur du World Materials Forum, un congrès international sur les matières premières. Et l'ombre du costard plane toujours. Especially for our foreign friends. The second issue, which is extremely important, and especially regarding this event, is that being here... Entre les G2 et les agressions verbales, Macron se durcit le cuir. Celui que les anciens du PS traitaient de puceau politique apprend à encaisser. Mais sur la phrase du costard et son parfum d'accusation de paresse, pas de mea culpa. On m'a mis sur le dos des choses qui n'étaient pas moi. C'est-à-dire que vous m'avez vu, on va à Lunel, on va voir des jeunes à l'école numérique. Il y a ces manifestants, ils ne sont pas beaucoup. Ce jeune homme m'interpelle, me tutoie, c'est lui qui parle du costume. On le sort de son contexte et on le renvoie au visage des gens à travers les réseaux sociaux, les chaînes d'information continues, comme si j'étais sorti et que j'avais dit que j'avais fait une critique sur ces vêtements. Ce qui est blessant, c'est qu'on renvoie justement une image qui est déformée. Si j'étais dans le mépris social, je ne serais pas allé au contact. Et tout ça, c'est au fond mélangé avec l'idée qu'une partie de l'extrême gauche se fait de moi, parce que j'ai été banquier à un moment donné. C'est la lettre écarlate pour eux. C'est-à-dire, on s'en fout de ce que tu dis, au fond de tes arguments, c'est d'où tu viens et qui tu es qui nous importe. Et l'idée qu'on se fait de toi. Et l'idée qu'on se fait de toi, c'est que tu es dans le mépris de classe. Et donc, ils ont utilisé ça pour le faire. Et donc, à un moment donné, en effet, ça, plus... les gentillesses qu'on a fait sur l'ISF, que j'ai ensuite démenti, ont fait que pendant 10-15 jours, il y a eu en effet cette cristallisation. L'affaire de l'ISF. Dans la semaine qui a suivi la phrase du costard, le Canard enchaîné affirmait à la une qu'Emmanuel Macron avait été rattrapé par le fisc pour payer l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes. Macron fraudeur ? La vérité est moins polémique. C'est d'un commun accord que l'administration fiscale et le ministre ont revu à la hausse la valeur de son patrimoine lors de son arrivée à Bercy. Le faux scandale s'essouffle. Mais il laisse des traces. Le tout Paris politique affirme que c'est Michel Sapin, ministre des Finances et grognard de Hollande, qui a fait sortir le dossier fiscal de Macron. L'ISF, il y a une fuite. Qui a fait fuiter l'info? Je sais pas. Je vais vous dire la palissade. Ceux qui l'avaient. Il n'y en a pas 36. Après, je ne vais pas passer mon temps à chercher qui, ça m'importe peu. On est dans l'ère du grand déballage. Donc j'ai tout écrit en 3 pages. Et comme ça, les choses se sont arrêtées. J'ai tout dit. Tout ce qui était faux qu'on m'avait imputé. Mais donc oui, il y a eu de la malveillance, indéniablement. Il y a eu de la malveillance. De qui? Je ne sais pas. Mais au fond, peu importe, ça ne m'arrête pas. Est-ce que ça change votre rapport aux gens qui sont au gouvernement avec vous? Oui. C'est autre chose. Emmanuel Macron se sent-il libéré d'une fidélité? En tout cas, il franchit une nouvelle étape dans son émancipation. Le 12 juillet, 2 jours avant le traditionnel discours du président, le jour de la fête nationale, il organise le premier meeting de son mouvement En Marche, à la Maison de la Mutualité, à Paris. C'est adorable, hein? Merci beaucoup. Non, c'est hyper sympa. Ça va? Très bien. Merci beaucoup, hein. Vous en avez combien? 450. Oh la vache. Et ils sont vendus combien? Ils sont pas vendus.
C'est un gift. T'es un fou, toi. Il faut donner au moins 5 euros. Il coûte combien il nous coûte combien à nous 4 euros et quelques pour le t-shirt et 25 euros pour le sweat à capuche. Donc pour les gros dons, systématiquement, on filera un sweat à capuche. Donc et 5 euros, si je donne 5 euros, tu fais quasiment pas de bénéfice. Non, tu fais 30 centimes On de descend par ici. Ok. Alors, là, est-ce que c'est pas trop décalé de la scène? En Marche affiche à présent théoriquement 37 000 adhérents en France. Mais les 2 tiers de ses membres n'ont fait que cliquer sur leur ordinateur. Là, je vais faire comme ça. Avec ce meeting, Emmanuel Macron va compter ses véritables troupes. Non, mais je vais me mettre sur les trucs, c'est très bien. Faut les mettre à 700. Moi, j'aime bien. Mais je m'en fous parce que je vais très peu lire, en fait. La salle peut accueillir 3000 personnes. A priori, Macron va faire le plein. Nous sommes plus de 3000 ce soir. Nous sommes en marche. Ouais, c'est bon. Merci aux volontaires qui ont rendu possible cet événement. Je vois le truc. J'ai pigé. C'est la dernière mouture de son discours. Il faut que je le relise. Il m'a demandé de... Alors, comment il passe de là à là? En gros, ça c'est... C'est quelle partie? gros, Pourquoi c'est pas une partie, ça? C'est une autre partie, là. On passe dans autre On pourrait chose. mettre un titre en effet, mais l'idée en fait c'est du constat. Et là, j'ai un petit peu de mal avoir Ça, le donc ça c'est cheminement. la méthode, et ça, c'est la définition de ce qu'on est. Ce qu'on est, Alors c'est là, les je pense qu'il progressistes. faut mettre un sous-titre. Mettre un titre. Oui, mets un titre. Je pense que si tu lui signales par un titre, il va le faire tout de suite. C'est pas compliqué, ça. à faire. Non, pas du tout. Tu vois? Faut juste mettre en vent en fait. Tu peux, oui. Ça vole là? Non, il y a des trucs trop longs. Je pense qu'elle a... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, ça va. Non, il y a des trucs trop longs encore? Oui. Ah oui. En plus, si tu parles quand chose que tu m'as fait hier tout à l'heure, là, on est parti pour 1h30. C'est Non, pas possible. pas 1h30, mais 1 heure, je pense. Ah oui, non, mais là, c'est tel que ce qu'il y a. C'est long, hein. Et 40 minutes. est-ce que tu serais d'accord? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut raccourcir un peu? Il faut que tu marques les étapes. Tiens, passe-moi le truc, il y a 2 secondes. Non, je te le donne. Merci. Tiens, si tu veux. C'est les armoiries. Ce que je souligne, c'est important, mais ce qu'on mettra en rouge, c'est ce que je claque. Parce que là, tu vois, je vais baisser. Car notre ennemi, c'est la peur. La peur qui conduit à l'inertie. Là, je vais faire très bas. La peur recule chaque fois qu'on prend une décision. Elle recule chaque fois. Non, mais tu vois, le truc, elle recule chaque fois qu'on s'engage. Il faut scander comme ça. Nous n'avons pas peur. Tac, là, il faut le claquer. Il faut mettre les ruptures de rythme. N'attaque pas trop. Si, il faut attaquer. Si, il faut scander. Le pire des trucs, c'est la monotonie. C'est pas que ce soit long et téléphrases, c'est ça un truc de prof. Mais t'as raison, il faut le faire aussi parce que je veux de la pédagogie. Mais il faut que tu aies des changements de rythme. T'as tout d'autres choses. Mais T'as là- pas d'énergie à perdre. Mais si, là c'est de l'énergie ça. Mais Parce pas que- là-dessus. mais si, il faut la mettre là-dessus. Là. Ici, Mettre je ton vois très bien. énergie dans le constructif. Oui, mais là, Je suis sûre. je dénonce le contre. Donc après, tu vois, je mets contre la gauche, contre un. Et après, élection présidentielle, ce soir, nous revendiquons le droit de voter un peu plus. Je veux pour ma part pour un projet, pour des valeurs. Toi, en contrepoint. Très bien. Ça l'arsène un peu là, c'est normal? Ok. Je fais 5 minutes, je suis bon. Ok, donc moi je montrais. Nous devons devenir le seul mouvement qui ne se construit pas sur le rejet, ni sur le ressentiment, ni sur la revanche, mais qui toujours invoque l'espoir. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes le parti de l'espoir. Et c'est ce parti qui doit gagner en 2017. Vive la République, vive la France. Parce qu'il faut le faire, faut le vivre. Ta voix, elle tombe. Monte ta voix. À partir du pour, fais monter ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu la fais, parce qu'elle plonge. Isma, le Réal. Ok. Ok. Voilà ce que nous sommes, le parti de l'espoir. Et c'est ce parti qui doit l'emporter en 2017. Vive la République, vive la France.
Ce mouvement, parce que c'est le mouvement de l'espoir et que notre pays en a besoin, ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Vive la République! Vive la France! Merci à vous! Le meeting réussi d'Emmanuel Macron donne de l'urticaire à tout l'état-major de la gauche. Le dénouement du scénario divorce approche. 1 mois et demi plus tard, juste après les vacances, Macron porte les stockades. Toujours la même recette, il faut savoir créer l'événement. À la une aujourd'hui, Macron démission, ce serait imminent. Le ministre de l'économie quitterait le gouvernement dans la journée. Pas encore de confirmation officielle. Il est 14 h à Bercy. Avant d'annoncer sa démission, Emmanuel Macron s'adresse aux 40 membres de son cabinet. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Elle est pour faire quelque chose. Donc c'est pas de la résignation, c'est pas de l'abandon, c'est pas une espèce de repli. C'est pour ouvrir une nouvelle page. Voilà. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, en toute sincérité, en vous remerciant, ce ne sont pas que des mots, à nouveau pour le travail, l'engagement, le dévouement de chaque instant, parce que ça a été l'un des trésors de ces 2 années passées ici, je le dis sincèrement. Pour tout ça, merci. Voilà. Et Brigitte se joint à moi pour vous remercier parce qu'elle a fait partie de la vie du cabinet. Merci beaucoup de la place que vous m'avez donnée. Discrète, atypique, mais c'était important pour nous. Voilà. J'ai donc choisi de présenter ma démission. Je mesure la gravité de cette décision. Je l'ai longuement mûrie. Il eût été plus facile de rester dans le confort de Bercy. Mais je fais le choix de prendre mes responsabilités. Antonin, Macron plante Hollande, mais l'Elysée est encore loin, 8 mois avant la présidentielle. On est un peu sur la trahison à la Brutus, on l'entend beaucoup, mais c'est vrai. Hein. Oui, en politique, l'émancipation passe toujours par la trahison. C'est Pompidou, débarqué par De Gaulle à l'été 68, et qui de Rome annonce qu'il est candidat à la présidentielle. C'est Chirac qui trahit Giscard. C'est Balladur Chirac en 95. D'une certaine façon, le lionceau Macron est entré dans la cour des grands fauves. François Hollande le sait, ce qui... J'ai un principe, c'est la loyauté. La loyauté, bien sûr, à l'égard du président de la République, mais pas seulement. La loyauté vis-à-vis des Français. Vous vous rendez compte, dans ce moment-là, on ne peut pas partir. On ne peut pas déserter. Je serais un traître si j'étais allé poursuivre ma carrière en servant un autre homme politique mieux placé. Ce que d'aucuns ont fait par le passé. Je serais un traître si j'avais 20 ans de vie politique que je devais totalement à un responsable, à François Hollande ou Manuel Valls, et que je décidais de les abandonner. La vraie loyauté, ça n'est pas une discipline. Ça n'est pas respecter un clan. C'est être fidèle aux sentiments qu'on porte à une personne. Et cela n'ont pas bougé, mais c'est en même temps être cohérent avec les idées qu'on porte pour son pays. Dans les jours qui suivent sa démission,
la stratégie d'Emmanuel Macron s'avère payante. Le champion du ni droite ni gauche est crédité de 14 à 18% de vote dans les sondages, loin devant François Hollande. L'échiquier politique français est bouleversé. Pour Emmanuel Macron, l'affaire n'est pas gagnée pour autant, loin s'en faut. Non, bah non. 6 mois avant l'échéance fatidique, le ministre démissionnaire n'a toujours ni annoncé le moindre programme, ni enregistré de ralliement spectaculaire. Je trouve que c'est trop sombre. Retranché dans sa maison du Touquet, avec Brigitte, Macron balaie ses réserves. Persuadé que l'élection présidentielle est un moment, il pense qu'une campagne doit durer 3 mois et que tout est possible. Sa priorité aujourd'hui est de terminer le livre manifeste qui doit accompagner sa déclaration de candidature. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je fais aujourd'hui. Et donc c'est grisant ou c'est vertigineux? Non, ça n'est ni grisant ni vertigineux. Et je ne le vis pas comme une aventure personnelle ou comme une, au fond, un exercice léger. Je pense que c'est important, que nous pouvons changer les choses, mais que ça suppose beaucoup de gravité, de densité et du sens de l'histoire. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. C'est-à-dire, au fond, réussir à changer les choses dans le sens où je les crois utiles. Et en même temps, dans un pays qui a une énergie considérable et qui est paralysé par des corporatismes. Et la mission que je me suis fixée, c'est d'essayer d'expliquer justement le monde tel que je le vois et le nécessaire chemin que le pays doit suivre, et en même temps de briser cet étau. Parce que c'est sans doute ce qui m'insupporte le plus. Ce que je suis en train de faire, pour moi, c'est une forme d'émancipation aussi d'une partie de la société. C'est-à-dire, vous avez voulu m'enfermer dans un rôle, dans une place, parce que ça vous arrangeait, parce que vous vouliez continuer, au fond, à diriger vos petites affaires ensemble. Les choses ne se passeront pas ainsi. Selon les astronomes, le terme météore désigne un corps extraterrestre qui pénètre dans l'atmosphère en créant une traînée de lumière. La plupart des météores sont éphémères et se désagrègent vite. Mais certains, les plus massifs, peuvent modifier profondément le visage de notre planète.